Il est 21 heures. Bonsoir à chacune et chacun et bienvenue dans cette web rencontre. J'organise avec Classilio comme partenaire qui m'a mis à disposition cette solution de webinaire. Alors j'ai hésité entre l'utilisation d'une classe virtuelle qui aurait autorisé des interactions orales entre nous, mais au regard du nombre important d'inscrits, bon, qui se traduit pas forcément en termes de présence ce soir, mais peut-être que les personnes vont arriver, il m'a semblé plus sécurisant pour la connexion de chacun d'utiliser la solution webinaire. Et ce, d'autant plus que il y a pas mal d'inscrits qui résident en Afrique et où les connexions sont parfois un peu moins bonnes que par chez nous. Cette web rencontre, elle a pour objet le livre que j'ai publié il y a quelques semaines maintenant. Et je vais tout de suite peut-être vous dire quelques mots sur qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, j'interviens en formation à distance depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, après avoir été formé à son ingénierie à la Téléuniversité du Québec, et après avoir été consultant 15-16 ans à peu près, j'ai rejoint le Centre national de la formation publique territoriale, le CNFPT, pour m'occuper de tutorat sur leur offre de formation mixte, à peu près 50% de leur offre. Et aujourd'hui, bien évidemment, avec la crise que nous connaissons, une volonté de pouvoir davantage encore offrir des formations à distance, voire tout à distance, puisque c'est aujourd'hui, en tous les cas, la situation que nous connaissons. Euh, je me suis intéressé très tôt au tutorat à distance, très certainement influencé par les premières personnes tutrices qui m'ont accompagné dans ce parcours de formation à la Téléuniversité du Québec. Et puis, dès 2003, j'ai lancé ce qui était au départ une communauté de pratique qui s'appelle TAD et qui aujourd'hui est plutôt un réseau de veille, d'information, d'échange aussi, sur le tutorat à distance. Euh, Qu'est-ce que comment on va s'organiser notre rencontre de ce soir? Eh bien, en trois temps. Tout d'abord, je vais vous présenter le livre, qu'est-ce qu'il est, pourquoi je l'ai écrit, qu'est-ce qu'on y trouve. Et puis ensuite, j'avais posé un certain nombre de questions dans l'invitation. Et puis, dans le formulaire d'inscription, vous avez aussi laissé la possibilité de noter des questions que vous souhaitiez voir abordées ce soir. Je répondrai à toutes ces questions, bien évidemment. Et puis, on aura un dernier temps d'échange, alors qui se passera essentiellement sur le chat, puisque, voilà, qui se passera d'ailleurs uniquement sur le chat de votre côté, mais vous pouvez réagir, bien évidemment, à mes propos, me demander des précisions, d'autres questions, etc. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire en introduction. Et avant d'aller plus loin, je vais vous demander de répondre à un petit sondage que je vais mettre en mode anonyme. Ça n'a pas... Et puis, vous pourrez voir les résultats. Donc, je lance ce sondage. Il y a deux questions. Vous et le tutorat à distance. Je suis tuteur à distance, je souhaite devenir tuteur à distance, je dois devenir tuteur à distance, je veux en savoir plus sur le tuteur à distance. Donc, vous répondez comme vous le souhaitez. Et puis, la deuxième question, c'est ce qui motive finalement votre participation à cette web rencontre. Euh,
pour savoir si ça vaut le coup de lire ce livre, si vous voulez en savoir plus sur le livre, ou si vous voulez savoir comment devenir tuteur à distance, ou pourquoi pas témoigner hein, de votre pratique de tuteur à distance. Donc je vous laisse répondre. Bien. Alors bon, ben, la première question, hein, ben, on a un tiers hein, des participants qui ont une pratique hein, de tuteur à distance. Presque 14% des personnes donc 4 participants hein, qui souhaitent devenir tuteur à distance. 3 qui n'ont pas le choix, qui vont devoir devenir tuteur à distance. Et puis une majorité, 40% ou 38% de personnes, 11 participants, qui veulent en savoir plus. Hein. Voilà. Très bien, merci pour vos réponses à cette première question. Pour la deuxième, bon, ben, il y en a certains qui veulent savoir si ça vaut le coup de lire le bouquin, hein, ce qui est bien naturel, en savoir plus aussi. Hein, donc voilà. C'est le but hein, de cette web rencontre, hein, c'est de vous donner davantage de visibilité hein, sur ce bouquin et ce qu'il contient. Et puis, d'autres personnes qui souhaitent savoir comment devenir tuteur à distance et une personne qui souhaite témoigner de sa pratique. Alors, bien évidemment, je la solliciterai tout à l'heure. Ben, je vous remercie beaucoup hein, pour vos réponses et je vais terminer maintenant ce sondage. Donc, première question, pourquoi ce livre finalement hein? Pourquoi j'ai senti la nécessité de publier ce livre? Ma première motivation, c'est certainement mon intérêt personnel pour le tutorat à distance. Hein. J'écris depuis très très longtemps hein, sur le tutorat à distance et ça me permet à la fois de mettre en perspective ma pratique de tuteur, hein, puisque je ne fais pas que réfléchir sur le tutorat, je le pratique. Et je dirais même que sans cette pratique, j'aurais bien du mal à réfléchir dessus. Quoi, hein. Et ça, voilà. Mais il y avait aussi d'autres motivations pour écrire ce livre. Tout d'abord, moi, je fais pas mal de formation de formateurs présentiels qui, bah, depuis quelques années maintenant, de plus en plus, on demande aux formateurs présentiels de pouvoir aussi réaliser quelques animations à distance. Euh, alors bien sûr, dans la période, c'est encore plus important, quasiment tout le monde découvre la formation à distance. Et donc, il y avait besoin d'avoir un livre qui donne des clés, en fait, hein, sur les interventions tutorales, sur ce que finalement, au quotidien, un tuteur va faire auprès des apprenants à distance qui l'accompagnent, qui l'encadrent, bien évidemment. Et puis, il y avait aussi des demandes de mes propres apprenants. Donc, en 2016, j'ai écrit un premier bouquin qui était plutôt plus théorique, hein, on va dire, qui s'appelle l'ingénierie tutorale, où je m'intéressais surtout à la manière dont on pouvait concevoir des dispositifs tutoraux. Euh, et en fait, mes apprenants me demandaient des choses plutôt plus pratico-pratiques. Hein, voilà. Alors bon, c'est pas un livre de trucs et astuces, hein, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'exemples de choses, d'activités, d'interventions qui peuvent être réalisées pour répondre aux besoins de soutien hein, des apprenants à distance. Alors on sait que ces besoins de soutien, ils sont très variés, ils sont très nombreux, ils ne sont pas identiques pour chaque apprenant, bien évidemment. Et donc, il était important, effectivement, de pouvoir rassembler dans un ouvrage qui se veut assez pratique, hein, eh bien, un certain nombre d'idées sur les interventions de soutien qu'on peut avoir pour les apprenants. Alors,
Bien évidemment, on peut se demander ce qu'il contient, hein. Donc, alors ce que je voudrais dire, c'est tout d'abord que ce n'est pas un livre de conception de digital learning, hein. Si vous voulez apprendre à concevoir une formation en ligne, c'est pas dans ce livre que vous allez trouver. Il y a des livres très très bien, hein, qui sont sortis ces dernières années. Si je devais en citer qu'un, il y a celui de Marie Prat, P-R-A-T. J'ai plus le titre en tête, mais c'est un ouvrage qui est vraiment très intéressant et ben voilà, qui permet de balayer toutes les étapes qui permettent de concevoir une formation à distance, hein. Donc dans ce bouquin, non. C'est pas un bouquin non plus d'ingénierie tutorale. Comme je vous le disais, je l'ai écrit il y a déjà 6 ans, non pas 6 ans, 4 ans, en 2016. Euh, et donc, on n'apprend pas dans ce bouquin à concevoir des dispositifs tutoraux. Mais par contre, on va pouvoir découvrir comment atteindre un certain nombre d'objectifs tutoraux qui sont fréquemment ceux de nos apprenants à distance, hein. Alors le point de départ de ce livre, c'est cette matrice, les objectifs tutoraux génériques. Alors bon, j'ai vu un certain nombre de noms connus parmi les participants, donc bon, ceux-là connaissent déjà cette matrice, euh, mais c'était vraiment le point de départ. Alors qu'est-ce que c'est que cette matrice? Il y a il y a beaucoup de publications sur le tutorat à distance et dans la base documentaire scientifique, hein, du réseau TAD, on répertorie les publications dédiées au tutorat à distance qui sont francophones, hein. Il n'y a pas d'ouvrage en anglais ou dans une autre langue. Euh, et on a plus de 200 articles scientifiques, mémoires, thèses, qui sont uniquement centrés sur le tutorat à distance. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup écrire. Et moi, ça, c'est un corpus que je connais bien, que j'ai étudié depuis très longtemps. Et donc, je me suis intéressé à dégager finalement un consensus relatif entre les auteurs, relatif mais large, sur quelles étaient les fonctions qu'ils reconnaissaient aux tuteurs à distance. Alors, ces fonctions, c'est une fonction d'accueil et d'orientation, c'est une fonction organisationnelle, c'est une fonction pédagogique, socio-affective et motivationnelle, technique, métacognitive et évaluative. Et puis, il y a une autre tradition de la recherche où, plutôt que de prescrire finalement au tuteur ce qu'il doit faire à travers la description de fonctions, eh bien, on s'intéresse d'abord aux propos et aux expressions des apprenants à distance sur leurs besoins d'accompagnement. Et les premiers auteurs qui se sont intéressés à cela, ça a été deux de mes profs à la Téléuniversité du Québec, André-Jacques Deschênes et Céline Lebel. Et donc, dès 2003, moi, j'avais repris leur typologie, puisqu'ils ont identifié, pour classer les besoins qu'ils avaient inventoriés auprès des apprenants, ils ont, euh, ils ont créé une typologie de plans de support à l'apprentissage. Donc, il y a 4 plans de support à l'apprentissage: cognitif, socio-affectif, motivationnel et métacognitif. Et donc, en 2003, moi, je m'appuyais beaucoup sur les plans de support à l'apprentissage. J'ai fait le travail de consensus, hein, autour des fonctions tutorales un petit peu après. Et puis, en 2010, je l'ai publié en 2012, mais je pense que j'ai commencé à l'utiliser en 2010. J'ai produit un tableau où j'ai croisé les fonctions tutorales et les plans de support à l'apprentissage. Donc, comme vous pouvez le voir là sur cet écran, la première colonne, hein, bah, c'est tout ce qui relève de la fonction accueil et orientation, mais sur le plan cognitif, sur le plan socio-affectif, sur le plan motivationnel, sur le plan métacognitif, puis ainsi de suite pour chacune des fonctions. Et donc à l'intérieur, eh bien, il y a ce que j'appelle un objectif tutoral générique. Par exemple, sur la fonction d'accueil et le plan cognitif,
eh bien, l'objectif tutoral générique, c'est informer sur le dispositif de formation, sur la fonction socio-affective. Eh bien, il s'agit là d'initier la construction d'un sentiment d'appartenance et constituer le groupe qui est le point de départ hein, de la gestion de la dynamique de ce groupe ensuite. Sur le plan motivationnel, c'est de faire émerger les objectifs personnels de l'apprenant. On sait que l'engagement d'un apprenant adulte dans son parcours de formation est très soutenu par les objectifs personnels qu'il peut avoir. Bien sûr, il rejoint les objectifs qu'ont déterminés les concepteurs, mais il peut avoir lui-même un certain nombre d'autres objectifs plus personnels qui lui appartiennent, et ceux-là vont être très agissants sur le maintien de leur motivation, voire son développement. Et donc, il est intéressant, au moment de l'accueil, hein, eh bien, de faire émerger ces objectifs personnels. Et puis, sur le plan métacognitif, c'est d'inciter l'apprenant à faire le point sur ses stratégies cognitives. En effet, on sait, là, toutes les recherches sont convergentes hein, sur un point, c'est qu'un apprenant qui sait parler de ses manières d'apprendre, des stratégies d'apprentissage qu'il met en œuvre, eh bien, obtient généralement des résultats meilleurs que celui qui n'est pas capable de parler de ses manières d'apprendre. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas, bien sûr, vous détailler les 28 objectifs tutoraux génériques, mais c'est l'objet de ce bouquin. Parce que, vous voyez, si je reprends informer sur le dispositif de formation, c'est générique, parce que très certainement qu'il faut le faire dans plein de dispositifs de formation, mais je ne dis pas comment. Je ne dis pas, est-ce que par exemple on fait une classe virtuelle, est-ce qu'on envoie des messages, est-ce qu'on renvoie des didacticiels qui présentent l'environnement technique qu'on va utiliser durant la formation. Bien évidemment, tout ça reste à préciser, et c'est à préciser pour chaque dispositif tutoral. Alors, bien sûr, quand on conçoit un dispositif tutoral, il peut être intéressant de repartir de cette matrice pour savoir finalement quelles sont les fonctions et les plans de support à l'apprentissage qu'on souhaite investir. Hein. Donc moi j'ai pas mal d'étudiants, ils reprennent ce tableau, puis ils biffent tout ce qui ne semble pas adapté à leur contexte, et puis finalement ils retiennent un certain nombre d'objectifs, et qu'ensuite ils vont décliner en intervention tutorale. Euh, donc alors, le point de départ, c'est vraiment cette matrice. Donc, dans le livre, eh bien, il y a tout un chapitre hein, qui détaille cette matrice et même sa genèse, hein, comment je suis arrivé à la proposer. Alors, bien sûr, il y a des définitions, des typologies. Hein, donc là, par exemple, j'en ai mis une, hein, c'est sur les différents rôles qu'un apprenant peut investir au sein d'un groupe, et finalement quelles sont les actions que le tuteur à distance doit avoir vis-à-vis de tel apprenant qui prend tel rôle. Alors bien sûr, hein, les rôles dans un groupe, hein, ils ne sont pas attribués de manière définitive, hein, il y a des choses, un groupe vit, ça change, etc. Et donc, il y a une attention à avoir hein, de la part du tuteur pour pouvoir finalement adapter hein, ces interventions en fonction, bah là, en l'occurrence, des rôles que chacun investit. Alors, bien sûr, il y a aussi un certain nombre de notions, hein, voire de concepts qui sont explicités. Ici, bah, c'est un processus hein, qui permet de proposer des activités signifiantes hein, aux apprenants. On sait là aussi hein, que les apprenants adultes sont très motivés lorsqu'on leur fait réaliser des activités qui les rejoignent dans leur activité professionnelle ou en tous les cas l'activité pour laquelle ils sont venus en formation. Et donc, bah, je présente sous forme de schéma un certain nombre d'étapes que je détaille bien évidemment. Euh, il y a aussi des méthodes et quelques astuces. Hein. Alors là, bon, c'est un plan de questionnaire
Vous savez, vous avez des apprenants qui n'osent pas trop demander de l'aide, mais par contre, il y en a d'autres qui utilisent le tuteur finalement comme une béquille et voire finalement ça leur évite de chercher par eux-mêmes les réponses qu'ils pourraient trouver. Donc là, bah, c'est une petite méthode qui permet de renverser un petit peu ce rapport et d'amener l'apprenant d'abord à s'interroger lui-même avant de solliciter directement le tuteur. Euh, voilà. Il y a aussi des liens vers des clips. Donc moi, je réalise des clips que j'héberge sur ma chaîne YouTube depuis quelques années, hein. Et donc, il y a des liens vers des clips, mais aussi vers d'autres sources. Ça, c'est parfois des billets de blog, etc. Et donc, ça permet d'approfondir finalement ce qui a été abordé dans le livre. Euh, Et aussi, et c'est vraiment quelque chose d'important, des activités pour que le lecteur puisse se mettre en action, puisse commencer à devenir ce qu'il veut être, hein, c'est-à-dire tuteur à distance. Et donc, après chaque objectif tutoral détaillé, présenté, avec des exemples d'interventions qui permettent de les atteindre, eh bien, il y a une activité cette activité, souvent, c'est un certain nombre de questions que je pose au lecteur et donc, il va pouvoir formuler ses propres réponses. Donc, il y a une activité, en tout, il y a 37 activités hein, dans le livre. Euh, et je pense que c'est intéressant. Alors, on peut en avoir différents usages hein, du bouquin. On peut vouloir commencer par avoir une vision plus globale ou par contre, on est face à un problème particulier avec un groupe d'apprenants ou avec un apprenant et finalement, on peut aller se référer directement à l'une ou l'autre des parties de ce livre. Donc, comme il y a beaucoup de liens et que le bouquin il est qu'au format papier, eh ben, j'ai fait un site compagnon. Donc là, vous avez le QR code. Et dans ce bouquin, vous avez un onglet qui s'appelle la cytographie. Et donc, dans la cytographie, eh bien, ça fait référence aux pages du bouquin et vous avez les liens. Alors, les liens, ils existent hein, dans les bas de notes, hein, dans les notes de bas de page plutôt. Mais enfin, bon, plutôt que de vous éviter à les retaper, il y en a qui sont longues. Il m'a semblé préférable de vous donner accès à un lien direct à travers ce site. Voilà, grosso modo, eh bien, ce que contient ce livre, donc à la fois de l'information, des exemples, des activités, des liens pour aller plus loin autour donc de ces 28 objectifs tutoraux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, quels sont les usages que vous pouvez en avoir hein bah, comme tout bouquin, hein, on peut commencer par le lire et puis après l'oublier, hein. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Moi, ça m'arrive parfois. Hein, je lis des bouquins et puis si j'ai une lecture comme une lecture de loisir, bah, finalement, je mémorise peu de choses hein, et je suis capable de transférer assez peu de choses que j'ai lues. Donc, le lire, c'est bien, mais je pense que ce qui est plus important, c'est quand même de le lire et de réfléchir hein, dessus. Et la réflexion, ça peut passer par de la prise de notes, la constitution de cartes mentales. Là, j'ai un contact à Marine Nationale qui a lu le livre et qui a produit toute une série de cartes mentales à partir des interventions que je détaille dans le bouquin. Donc, ça lui permet effectivement de mieux intégrer le propos, hein. Et puis, bah, l'idéal, c'est bien sûr de réfléchir, mais c'est surtout de faire, hein. Donc, on peut très bien s'appuyer sur le bouquin pour, euh, pour pouvoir commencer à réaliser un accompagnement d'apprenant, hein.
Alors Dominique nous dit, j'ai trouvé les activités intéressantes à utiliser pour préparer mes actions d'accompagnement de mes élèves au début du confinement, avec la mise en place de l'enseignement à distance en urgence, une aide pour la pratique et la mise en œuvre. Bon, bah, tant mieux, Dominique, hein, c'était vraiment l'objectif. Hein. C'était de pouvoir donner au lecteur, hein, un certain nombre de clés. Et c'est vrai, alors moi je ne l'ai pas sorti parce qu'il y a eu le confinement, le bouquin, hein, je l'ai sorti avant que ça prenne que cette épidémie, cette pandémie prenne les proportions qu'on connaît aujourd'hui. Bon, voilà. Donc c'est sûr que ça, finalement, c'est pas si mal tombé, comme tu le dis. Alors finalement, les questions que moi j'avais posées dans l'invitation, c'était demain, est-ce qu'on va tous devenir tuteurs à distance? Et là, on peut vraiment se poser la question. Tous, non. Enfin, un certain nombre. Hein, un certain nombre. Et je pense effectivement, alors ça c'était une tendance assez lourde, hein, parce que la mise à distance partielle de la formation, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça a plusieurs dizaines d'années. Et donc, bien évidemment, dès lors qu'une formation est portée à distance, se pose la question de son animation et de l'accompagnement des apprenants. Hein, je rappelle souvent ce pourcentage, hein, c'est-à-dire que quelle que soit la génération des formations à distance, des cours par correspondance du 19e siècle jusqu'au MOOC, hein, qui sont apparus au 21e, lorsqu'il n'y a pas d'accompagnement, on a des taux d'abandon qui peuvent dépasser les 90%. Donc ça, pour un formateur, à plus forte raison, je dirais pour un organisme de formation, c'est pas quelque chose de supportable, hein, y compris économiquement. Hein. Donc, et puis en image de marque, etc. Et donc, oui, les personnes qui sont amenées à intervenir sur ces formations, même si elles ne sont que partiellement à distance, eh bien, doivent devenir tuteurs à distance. Hein. Je vous disais, moi, je travaille au CNFPT, c'est pas un des moindres enjeux, hein, puisque au CNFPT, on a des milliers d'intervenants, hein, et donc, il y a un gros enjeu de formation et de montée en compétences de ces personnes sur les techniques et les actions d'accompagnement à distance. Alors après, il y avait la question comment devenir tuteur à distance. Il y avait aussi quelles compétences de formateurs sont mobilisables, de formateurs présentiels, j'entends là. Hein. Et puis, quelles compétences sont à développer? Alors, pour répondre à toutes ces questions, je vous propose une boussole. Une boussole où on a quatre, bah oui, c'est normal, hein, il y a quatre pôles, donc là, il y a le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. Alors finalement, un tuteur à distance, qu'est-ce qu'il doit connaître? Qu'est-ce qu'il doit savoir faire? Quelle doit être sa posture? Et puis, pour celui qui va se diriger hein, vers ces fonctions tutorales, finalement, qu'est-ce qui va le prédisposer à devenir réellement tuteur à distance? Oui, il y a deux pôles et quatre points cardinaux. Merci, Amaury. Tu as raison. Euh, si on met notre apprenant ici, enfin notre formateur, futur tuteur, eh bien, en termes de savoir, il va devoir construire des connaissances hein, sur plusieurs domaines. Alors, tout d'abord sur le digital learning, hein, bien évidemment, que ce soit sur sa conception, que ce soit sur les outils qui sont mobilisés dans le digital learning. Moi, je connais quand même assez peu, si vous voulez, de tuteurs à distance. Quand je dis assez peu, c'est vraiment un euphémisme, qui n'ait pas vécu en tant qu'apprenant une formation à distance ou qui ait même participé à la conception hein, de formations à distance. Ce qu'il doit connaître aussi, c'est les fonctions tutorales, c'est les plans de support à l'apprentissage, donc finalement, c'est les objectifs tutoraux génériques, mais c'est aussi comment réaliser ces interventions tutorales, à travers quels outils de communication, et puis pour quel type d'apprenant. Hein. Et donc là, il existe hein, un certain nombre de typologies d'apprenants. Euh,
Il y en a une à laquelle je fais souvent référence qui a été produite par Viviane Glickman et qui s'est beaucoup intéressée aux apprenants à distance. Mais bon, il y en a d'autres, hein. Il y a aussi des typologies d'intervention tutorale. Donc tout ça, c'est finalement s'acculturer, finalement, se confronter, hein, aux, aux publications, aux notions qui ont été précisées par les auteurs qui se sont intéressés aux tuteurs à distance. Et puis, il doit posséder un certain nombre de savoir-faire. Donc, un tuteur à distance, il doit savoir être proactif pour rejoindre les apprenants, parce que s'il attend que les apprenants le rejoignent lui, eh ben, des fois il va attendre longtemps, et puis surtout il risque de passer à côté de personnes qui ont réellement besoin de son soutien, mais qui ne vont pas oser le demander. Et puis il doit aussi pouvoir être réactif. Et je rappelle, hein, que la première qualité que les apprenants à distance reconnaissent à un tuteur, c'est sa disponibilité. Oui, c'est quand un apprenant exprime un besoin de soutien, s'il reçoit la réponse, hein, s'il reçoit ce soutien une semaine ou 15 jours plus tard, il est évident que ça risque de tomber à côté, hein. Après, ben, il doit aussi maîtriser les communications synchrones, comme nous l'avons là actuellement, hein, donc en webinaire, où il n'y a pas de distance entre l'émission du message et sa réception. Les interventions asynchrones, par exemple, quand vous envoyez un mail, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va être lu par votre apprenant, et encore moins s'il va vous répondre ou pas, hein. Le forum aussi est un outil de communication asynchrone. Et puis, bien évidemment, il doit avoir développé des savoir-faire en termes d'intervention sur le plan cognitif, c'est-à-dire comment faire de la remédiation, faire des retours à des travaux, comment finalement amener l'individu à trouver là aussi ses réponses, sur des interventions de type socio-affectif, c'est-à-dire aujourd'hui, dans beaucoup de formations à distance, on recourt à la collaboration. Or, la collaboration, c'est pas quelque chose d'inné, et puis à distance, c'est encore un peu plus compliqué. Alors certes, on peut s'appuyer sur des outils qui facilitent la collaboration, mais enfin, tout ça ne va pas se faire de manière spontanée. Le tuteur va devoir réaliser un certain nombre d'interventions. Des interventions aussi pour permettre aux apprenants de maintenir leur motivation, et puis des interventions qui vont permettre aux apprenants, là, de porter un regard réflexif, hein, sur leur vécu d'apprenant, sur leur manière d'apprendre, sur comment ils peuvent perfectionner leur stratégie d'apprentissage. Bien sûr, le tutorat, il a souvent été défini comme ça. C'est aussi une question de savoir-être, presque de posture, hein, je dirais. Euh, vous savez, il y a cette formule, hein, qui est assez courante, mais qui n'est pas fausse, quand on dit bah, il faut passer d'un rôle de transmetteur à un rôle de facilitateur. Alors bah, ça demande de développer quand même un certain nombre de savoir-être et qui traduisent en fait finalement chez le formateur le rapport qu'il a à la pédagogie. Oui, faire preuve de courtoisie, respecter l'apprenant en tant qu'individu, s'engager dans la relation, manifester son empathie, établir un climat de confiance, ben, tout ça, c'est nécessaire pour que l'aide puisse apparaître, hein, et puisse être même reçue, enfin aussi, hein. Donc, il y a un travail à faire en termes de savoir-être, et je dirais que dans les formations de tuteurs, souvent on s'intéresse plus au savoir et au savoir-faire, et dans les savoir-faire, souvent on va réduire à la maîtrise des outils. Or, bon, ça c'est essentiel, hein, bien évidemment. Un tuteur doit maîtriser les outils qui sont utilisés dans la formation à distance dans laquelle il intervient. Mais c'est pas ça le plus compliqué, hein. Le plus compliqué pour certains, ça va être de descendre de l'estrade, ça va être
de rejoindre l'apprenant là où il est pour pouvoir l'accompagner sur le chemin et trouver la bonne distance avec lui, en faire suffisamment pour apporter un réel soutien, mais ne pas en faire trop pour ne pas rendre l'apprenant dépendant de son tuteur. Vous voyez, ça c'est aussi une question de savoir-être. Et puis, ça intéressera plus ceux qui envisagent ou qui doivent devenir tuteurs à distance. Ben, il y a un certain nombre de savoirs devenir à développer. Je crois que la première chose, c'est qu'il faut s'autoriser à cela, hein. Il faut souvent on a des craintes, on a des appréhensions, on ne sait pas trop si on va être en capacité de. On a aussi peur des pertes, hein. On se dit tiens, mais la relation pédagogique, elle va être amoindrie parce qu'on n'est plus en coprésence avec nos apprenants, etc. Ben je crois qu'il faut vraiment s'autoriser à vivre cette situation pédagogique à distance pour en découvrir la richesse, hein. Je vous assure, il n'y a pas de lien pédagogique amoindri par la distance. Il n'y a que quand on ne fait pas vivre la relation tutorale que ce lien s'amoindrit. Donc il faut aussi se projeter, oser, il faut se former, hein. Se former, c'est très important. Alors, ce bouquin, hein, c'est aussi un outil de formation que je vous propose. Pratiquer la distanciation, c'est aussi important, hein. On apprend beaucoup en faisant le point, hein, sur sa pratique. Euh, moi, comme j'aime bien écrire, moi, ma stratégie préférée pour prendre de la distance, c'est d'écrire, hein, d'écrire sur ce que je vis. Alors, je publie beaucoup de choses, mais il y a aussi pas mal de choses que je ne publie pas, que j'écris, et qui sont uniquement pour moi. Et puis, dans cette distanciation aussi, il y a aussi le fait de mutualiser, de partager, hein, ces interrogations avec d'autres, de pouvoir, oui, mutualiser les pratiques. C'est aussi quelque chose qui permet de se projeter plus facilement, puis de se professionnaliser. Et puis je crois qu'il est important aussi de s'évaluer, hein, donc de manière régulière, je pense que c'est important de le faire. Vous voyez, moi, j'utilise souvent la période d'été. Alors bon, je suis pas sûr que cet été soit beaucoup plus calme que ce qu'on vit actuellement, mais habituellement, l'été, c'est des périodes un peu plus calmes pour les formateurs, et c'est le bon moment finalement de revenir un petit peu sur ce qu'on a fait. En tant que formateur, en principe, on sait bâtir des évaluations, hein, définir par rapport à des objectifs, définir des critères ou voire des indicateurs d'évaluation. Et finalement, euh, se poser honnêtement, si vous voulez, hein, un certain nombre de questions pour voir où on en est, hein. Vous le savez comme moi, la formation, c'est un métier qui est formidable, formidable, parce qu'on ne peut pas devenir plus mauvais, quoi, hein, on ne peut que s'améliorer. Alors on peut rater des choses, hein, ça bien évidemment, mais fondamentalement, toutes les expériences de formation que l'on vit, eh bien, permettent de développer un savoir-faire et un savoir-être et un savoir professionnel tout à fait important. Euh, alors j'en viens maintenant à vos questions, hein, vos questions que vous m'avez publiées, hein, dans le formulaire d'inscription. Il y en a eu beaucoup et je les ai réunies à travers en trois grandes catégories. Tout ce qui relève de la stratégie tutorale, d'autres qui relèvent plutôt des pratiques, et puis d'autres questions plus prospectives, hein, quel pourrait être le futur du tutorat. Donc, quatre questions sur la stratégie tutorale. Tout d'abord, gestion du décrochage avec le tuteur à distance, comment cette problématique doit être appréhendée. Euh, alors, pour répondre à cette question, je dirais que la première raison d'être du tutorat, c'est de lutter contre l'abandon. C'est vraiment la fonction historique et qui continue, hein, à être agissante, hein, dans nos dispositifs de formation à distance. Euh,
Alors, il faut aborder cette problématique, bien sûr du point de vue pédagogique, hein. Lutter contre l'abandon, c'est avant tout, ben, effectivement, permettre à l'individu d'atteindre ses objectifs pédagogiques. Mais je pense qu'il y aurait une erreur à n'aborder finalement la stratégie tutorale que de ce point de vue pédagogique. Moi, vous savez, pendant, maintenant ça fait plus de 20 ans, hein, oui, hein, j'ai beaucoup démarché hein, pour bah, des organismes, des organisations, etc., pour qu'elles prennent en compte le tutorat à distance dans l'offre de formation mixte ou à distance. Et pendant des années, je ne développais que des arguments de plus-value pédagogique. Or, finalement, je me suis aperçu, mais je suis parfois un peu lent, que mes interlocuteurs, certes, ils étaient intéressés par la pédagogie, et encore pas tous, mais qu'ils avaient d'autres objectifs, y compris des objectifs économiques. Et je pense donc que quand on veut mettre en place une stratégie tutorale, il ne faut absolument pas ignorer cette dimension économique. Alors, le premier réflexe, c'est de dire ben, le tutorat, c'est des coûts en plus, hein. Oui, sauf que combien coûte un décrochage, combien coûte un abandon, hein. Euh, eh bien, à partir de cette simple question, on peut arriver à démontrer à nos interlocuteurs que non seulement le tutorat, c'est un investissement qui, d'un point de vue pédagogique, est tout à fait rentable, ça c'est indéniable, mais que ça peut même être intéressant économiquement. Donc voilà, hein. Alors, deuxième question, comment mettre au point une stratégie de tutorat à distance? Eh bien, tout simplement en procédant à des actions d'ingénierie tutorale. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé sur l'ingénierie tutorale, mais peut-être résumer hein, les grandes actions qui la ponctuent. En fait, l'ingénierie tutorale, c'est un ensemble de méthodes et d'actions qui permettent de définir, de concevoir les services tutoraux, mais aussi de préparer les futurs tuteurs à les réaliser, à mettre en place ces interventions tutorales, et puis en fin de formation, ou parfois en cours, ça dépend, de pouvoir évaluer l'impact du tutorat sur les apprenants, que ce soit sur le plan de leur performance, mais aussi peut-être de leur bien-être dans la formation. Euh, donc, l'ingénierie tutorale, c'est un ensemble de 4 livrables. Le premier s'appelle système tutoral. Il s'agit de définir le dispositif tutoral en analysant les besoins de soutien des apprenants. Donc, pour pouvoir analyser les besoins de soutien, ben, il faut faire des enquêtes qui vont passer par des questionnaires, euh, mais aussi des entretiens à portée plus qualitative, par de la convocation de documents existants, de la littérature, et finalement d'arriver à identifier quels sont les besoins de soutien que le public visé risque de ressentir. Et là, souvent, on arrive à une masse de besoins très importants auxquels finalement on ne peut pas répondre à tous. Donc, on va être amené à prioriser ces besoins. Et donc, en ingénierie tutorale, on dispose d'un certain nombre de méthodes de priorisation de ces besoins, ce qui permet d'aboutir à la définition des profils de tuteurs dont on a besoin. Oui, parce que souvent on parle du tuteur à distance au singulier, hein, mais c'est très difficile de trouver quelqu'un qui va être super bon sur le contenu de la formation, qui va être super bon sur le plan technique, qui ne va pas être, comment dire, timide ou peu enclin à réaliser les interventions de type administratif qui sont nécessaires. Euh, Bref, enfin, qui va pouvoir investir toutes les fonctions tutorales et tous les plans de support à l'apprentissage. C'est-à-dire répondre aux 28 objectifs tutoraux génériques dont j'ai parlé tout à l'heure. Je peux vous dire que ça, c'est chercher le mouton à 5 pattes, hein.
Donc, on a souvent beaucoup plus intérêt dans un dispositif eh bien, de prévoir plusieurs profils de tuteurs. Par exemple, au CNFPT, nous, on a trois profils de tuteurs. On a des conseillers formation avec leurs assistantes qui font un tutorat institutionnel, donc d'accueil, mais aussi pour délivrer les attestations, les certificats, qui va pouvoir régler aussi les problèmes d'inscription, etc. Donc, on a un deuxième profil de tuteur qui est le tutorat technique, qui est centralisé dans un support national que nous avons avec deux équipes, une équipe pour les difficultés de niveau 1 et puis une autre équipe pour les difficultés de niveau 2, qui vont pouvoir donc dépanner techniquement, hein, nos apprenants. Et puis, on a les formateurs tuteurs, et bien, eux qui interviennent, bien évidemment, en tant que spécialistes du contenu de la formation, donc qui vont pouvoir vraiment investir le plan cognitif, mais qui sont aussi en charge de la dynamique du groupe, donc ils vont intervenir sur le plan socio-affectif, et qui peuvent avoir intérêt aussi à amener les apprenants à prendre conscience de leur méthode d'apprentissage, donc sur le plan métacognitif, et de soutenir leur motivation. Voilà. Ça c'est pour le système tutoral. Après, on a le scénario tutoral, qui est le deuxième livrable de l'ingénierie tutorale, qui là permet de positionner les interventions tutorales à réaliser par rapport au scénario pédagogique et de les décrire. Et puis ce livrable est complété par la réalisation d'une charte tutorale qui définit les droits et les devoirs des tuteurs et des apprenants les uns envers les autres. Le troisième livrable, c'est le plan de diffusion. Dans le plan de diffusion, il y a bien évidemment la formation initiale des futurs tuteurs, mais aussi la mise en place de communautés de pratique pour qu'ils puissent continuer à se professionnaliser. Il y a aussi la conception d'un certain nombre d'outils de gestion du tutorat et de coordination entre les tuteurs. Et puis, il est aussi important d'étudier le tutorat d'un point de vue économique, donc d'en définir le modèle économique. Alors bien sûr, il y a dans un certain nombre d'organisations, l'aspect économique n'est pas très prégnant, mais par contre, dans les organismes de formation privés, hein, c'est quelque chose qui est indispensable. Il faut savoir combien coûte le tutorat pour pouvoir réaffecter son coût dans le prix de vente de la formation, hein, tout simplement. Et ça, on peut arriver, lors de ce livrable, à déterminer de manière très précise le coût du tutorat en fonction d'un certain nombre de paramètres, mais notamment par le fait qu'on a quantifié les interventions, on les a décrites, on sait combien de temps il va falloir au formateur tuteur pour pouvoir réaliser telle ou telle intervention. Et le dernier livrable de l'ingénierie tutorale, eh bien, c'est de faire un audit. Donc, un audit, c'est toujours pareil, hein, on récupère de la donnée, on l'analyse, et puis après, on aboutit à des prescriptions. Tout ça pour s'engager dans un processus d'amélioration continue, hein, de la qualité du dispositif tutoral. Euh, alors, la rémunération pour un tuteur à distance, c'est très très lié effectivement au modèle économique de la formation, hein. Moi, ce que je préconise, c'est que, comme souvent, et c'est notamment le cas dans les formations hybrides, hein, où on a des formateurs qui assurent des séances présentielles, puis après qui assurent l'animation des séances distancielles. C'est la même personne, hein. Pour moi, il n'y aurait pas de différence à faire en termes de tarifs horaires, que ce soit pour animer un présentiel ou pour faire du tutorat à distance. Ceci dit, au sein de TAD, il y a 6-7 ans maintenant, donc ça date un petit peu, mais on avait fait une étude sur la comptabilisation du temps de travail des tuteurs à distance, et donc qui nous avait amené à relever un certain nombre d'éléments, d'informations sur la rémunération du tutorat. Parce que si le tutorat n'est pas comptabilisé, il y a peu de chances qu'il soit rémunéré à la hauteur de ce qu'il mérite. Et c'était pas très rassurant à l'époque, hein, parce qu'il y avait très peu d'organismes de formation
qui identifiait, qui connaissait, qui avait calculé le temps du tutorat. Donc, il était plutôt, finalement, c'était plutôt du temps de travail caché qui était demandé aux formateurs, comme par exemple quand on leur demande un bilan en fin de formation, c'est une tâche cachée, hein, parce que le formateur n'a pas été payé pour ça, il a été payé pour le face-à-face, mais on considère que le prix de vente, enfin que le prix d'achat de sa prestation comprend aussi la réalisation du bilan. Voilà. Donc, je ne saurais trop vous dire exactement, vous savez, à un niveau de rémunération, il y a ce qu'on offre et puis ce qu'on est aussi prêt à accepter. Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune raison que le tarif d'un tuteur à distance soit inférieur à celui d'un formateur. Je pense que le tuteur à distance, en tous les cas, le tuteur qui a une vocation pédagogique, hein, pas seulement administratif, la plupart du temps, c'est un formateur déjà. Sauf qu'il a des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être supérieurs au formateur présentiel. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit payé moins que le formateur présentiel. Ouais. Euh, et alors, combien d'apprenants un tuteur va pouvoir accompagner dans une session, ben là aussi, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va demander au tuteur de réaliser. Moi, je suis intervenu sur des, euh, des dispositifs où j'encadrais plusieurs centaines d'apprenants. Parfois, j'interviens sur des groupes assez classiques de 10-12 personnes. Il est bien évident que je ne fais pas la même chose et qu'on ne me demande pas d'ailleurs de faire la même chose. Donc, si vous voulez, le rapport entre combien enfin, oui, combien de tuteurs pour combien d'apprenants, ça dépend vraiment de ce qu'on va demander au tuteur de réaliser. Alors, ceci dit, hein, quand même, la notion de groupe telle qu'on la connaît en présentiel, donc un groupe en présentiel, ça va quoi? Si je vais large, ça va de 8 à une trentaine de personnes, hein, grosso modo. Hein. Euh, ça peut être aussi valable pour l'animation de formation à distance. Si vous voulez, ça va quand même dépendre aussi d'autres choses, c'est-à-dire du scénario pédagogique même de la formation. S'il est très bien fait, et si on ne se contente pas seulement de donner accès à des ressources, mais qu'on explique pourquoi c'est intéressant d'étudier cette ressource, comment il faut l'étudier, qu'est-ce qu'on va en retirer, etc., etc., ce qui est rarement fait hein, dans les digital learning, eh bien, il est certain que l'intervention tutorale humaine va être plus réduite. Hein. Donc, il y a cette notion d'autoportance du dispositif. Plus le dispositif est autoportant, moins on a besoin finalement de tutorat. Ceci dit, moi je connais beaucoup de concepteurs qui sont très confiants dans l'autoportance des dispositifs qu'ils conçoivent, parce que tout simplement ils ne sont pas mis à la place des apprenants. Hein. Donc, voilà hein, ce que je peux dire sur cette première catégorie. Hein. Donc, sur les pratiques tutorales, eh bien, 5 questions. Alors, quelle fréquence des messages proactifs? Quels mots-clés d'incitation à réaliser les tâches asynchrones? Comment maintenir l'engagement? Euh, alors, d'abord, la fréquence des messages va dépendre de la temporalité de la formation. Je prends un exemple. Vous avez une formation qui correspond à peu près à 4-5 heures hein, d'apprentissage. Et ces 4-5 heures, elles peuvent être planifiées sur une temporalité de 4-5 heures, sur 2 jours, sur une semaine, sur un mois, sur un trimestre. Alors là, je peux vous dire que les interventions proactives, elles vont et leur quantité et leur fréquence va être tout à fait différente euh, par rapport à la temporalité. Si ces 4-5 heures se font en 4-5 heures, bah, il suffit d'envoyer un message la veille, l'avant-veille, d'en rappeler un pour scander le démarrage de la formation quand c'est prévu. Voilà.
Si déjà ces 5 heures, elles sont réparties sur une semaine, en raison d'une heure par jour, vous voyez, il va être de bon ton, peut-être pas tout le matin, encore que pourquoi pas tous les matins, d'envoyer un petit message. Vous voyez. Donc, la fréquence hein, des messages proactifs, elle est très très liée à la temporalité de la formation. Alors maintenant, sur les mots-clés d'incitation, alors bon, je n'ai pas prévu un dictionnaire à la Prévert là, mais ce que je dirais, c'est que ces messages n'ont pas forcément à porter sur le contenu de la formation. Ça peut être tout simplement de dire bonjour, hein, ou de poser une question, ou de témoigner de quelque chose qu'on a vécu qui est en rapport avec le contenu de la formation, ou de parler d'une ressource qu'on a trouvée dans sa veille. Enfin, vous voyez, ça peut être différentes choses. Ce qui est important, c'est que ce message, les messages proactifs ne sont pas attendus par les apprenants. Et en tant que tels, quand ils les reçoivent, eh bien, ils manifestent votre présence. Et si à la fin de vos messages, vous réaffirmez votre disponibilité à aider les apprenants, eh bien, ça va leur permettre plus facilement de s'engager dans la relation tutorale. Est-ce qu'on peut être à la fois tuteur pédagogique, tuteur technique, manager? Alors, comme je disais, hein, dans beaucoup de dispositifs, on demande à une personne d'assumer toutes les fonctions tutorales. Moi, j'appelle ça le tuteur orchestre. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de désavantages à avoir des tuteurs orchestres parce que on va lui demander d'être compétent sur plein de choses. Et en fait, c'est très rare qu'on soit à un même niveau de compétence sur plein de choses. Et donc, finalement, il y a des plans de support à l'apprentissage qui risquent d'être moins investis en fonction des connaissances, des savoir-faire du tuteur lui-même. Moi, je dirais, oui, on peut l'être, mais je pense qu'il est même économiquement plus rentable de prévoir un tutorat technique qui va pouvoir intervenir sur l'ensemble de l'offre de formation hybride ou à distance de votre organisme, euh, plutôt que d'avoir un tuteur technique qui va être disponible, enfin qui, euh, qui va être différent pour chacune des formations et donc qui sera assumé par le tuteur pédagogique. Alors, l'autre question, c'était est-ce que ça peut être le manager? Alors, non, non, non et non. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on est très inventif en matière de management, qu'on parle de management de la bienveillance, etc. Euh, Moi, j'ai toujours déconseillé que le manager soit le tuteur de ses subordonnés. Le management et le soutien à l'apprentissage. Le soutien à l'apprentissage, le tuteur à distance, je l'ai défini comme une relation d'aide. Euh, vous savez, on ne s'engage pas aussi facilement dans une relation d'aide quand on sait que celui qui est en situation de nous aider, c'est aussi celui qui va nous évaluer. C'est celui qui va pouvoir nous faire évoluer professionnellement ou au contraire nous bloquer. Voilà. Alors, il y a quand même, j'ai vécu une situation comme ça où c'était pour un laboratoire pharmaceutique qui souhaitait absolument que les managers assument des fonctions tutorales sur un parcours de formation à distance. Et alors, ce que j'aurais conseillé, ben, c'était que le manager, eh bien, soit le tuteur de l'équipe d'un autre manager. Vous voyez, qui croisaient comme ça. Comme ça, il n'y a pas de lien hiérarchique entre l'apprenant et le manager. Le lien hiérarchique, c'est proprement contradictoire avec la relation d'aide. Le tutorat à distance, même si le tuteur et l'apprenant ne sont pas sur un même niveau, il y en a un qui a priori sait plus de choses que l'autre, etc. Il y a une sorte d'inégalité de statut, mais tout le boulot du tuteur, c'est de ne pas faire vivre cette inégalité, voire c'est de réduire cette inégalité. Comme je le disais tout à l'heure, c'est de descendre de l'estrade. Hein. Donc, moi, je ne pense pas que le manager puisse réellement être le tuteur de ses subordonnés.
Alors, quelle articulation entre le tuteur et la communauté apprenante? Eh bien, oui, c'est le tutorat par les pairs, en fait, hein, dont on parle ici, hein. Il n'y a pas de contradiction entre un tutorat classique, pédagogique, assumé par un formateur-tuteur, et le tutorat par les pairs. Je crois que les communautés apprenantes, de par le fait que du développement même hein, des outils, hein, des réseaux sociaux et autres, donc d'un ensemble d'espaces d'échange et de communication, eh bien, les communautés apprenantes peuvent vivre comme elles n'ont jamais vécu hein, et être très agissantes. Mais je suis beaucoup plus réservé sur le fait que l'organisme de formation euh, supervise ce tutorat par les pairs et donc puisse l'articuler avec le tutorat qui est assumé par les formateurs. Je prendrai un exemple. Hein. On sait que pour lutter contre l'abandon, les propos des pairs de celui qui veut abandonner seront souvent beaucoup plus efficaces que les propos du formateur ou d'un autre profil de tuteur. Donc, pour autant, le formateur-tuteur ne va pas aller demander à un apprenant d'aider l'autre à surmonter sa tentation d'abandon. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Donc, il y a plus qu'une articulation, moi je dirais qu'il y a une synergie, mais qui ne nécessite pas forcément une supervision stratégique de ces différents types de tutorat. Alors pour ceux que le tutorat par les pairs intéresse, il y a quelques années, il y a Katia Papi je vais vous mettre son nom, qui travaille maintenant à la TELUC, mais à l'époque elle était à l'université d'Amiens, je crois, ouais, qui a écrit un très bon bouquin sur les différentes formes de tutorat par les pairs. Et puis, bien évidemment, vous avez aussi Alain Baudry, qui dirige un labo de recherche à Bordeaux, à l'Université de Bordeaux, et qui a beaucoup écrit sur le tutorat par les pairs, et vous trouverez sûrement des choses très intéressantes. Euh, alors, quelle efficacité tutorale dans la mise en œuvre d'activités sociales? D'activités sociales, donc on pense bien sûr à la collaboration. Je dirais que là, le tuteur, il n'a surtout pas à diriger, mais il doit aussi accompagner. Alors accompagner, c'est quoi? C'est pouvoir se rendre compte des, euh, des, des, des difficultés que peut rencontrer le groupe collaboratif. Et ça peut arriver très vite, hein, c'est déjà peut-être au moment de la constitution, puis après sur les méthodes de travail qu'ils vont utiliser, sur les outils. Tiens, ah non, mais moi celui-là, il est vachement bien cet outil pour faire du travail collaboratif. Ah non, mais moi je n'aime pas, je préfère l'autre. Voilà. Euh, Ça va être aussi une chose très importante, voir si le groupe collaboratif arrive à définir son process décisionnel. Parce que bien évidemment, quand on travaille en groupe, à un moment donné, on doit prendre des décisions. Et là, donc finalement, le tuteur, pardon, doit accompagner les apprenants dans toutes les étapes de cette collaboration à distance, mais accompagner et non pas les diriger. Encore moins prendre le lead hein, sur le groupe. Hein. C'est pas un tuteur, c'est pas un chef de projet hein, pour un groupe collaboratif. Non, non, c'est quelqu'un qui, là encore, va apporter ce qu'il faut, mais pas plus. Hein. Alors, la question des outils, hein, vous savez, c'est très simple. Hein. Tout outil de communication, puisque le tutorat à distance, c'est avant tout une affaire de communication. Une intervention tutorale, c'est une action de communication. Donc tout outil de communication peut être utilisé pour faire des interventions tutorales. Maintenant, quel est le bon outil? C'est certainement pas celui qui a les préférences du tuteur, mais davantage qui a les préférences des apprenants.
Or, le problème, c'est que souvent, finalement, c'est même pas le tuteur qui a défini les outils, c'est l'organisation. Et d'ailleurs, à peine parfois l'organisation, parce qu'elle a choisi une plateforme e-learning, et dans cette plateforme e-learning, eh ben, il y a un certain nombre d'outils qui existent, mais il y en a d'autres qui n'existent pas. Et, et donc, il y a vraiment à se poser une question en discussion avec les apprenants, hein, pour savoir quels sont les outils qui sont les plus adaptés. Moi, je fais de l'accompagnement aussi d'étudiants en stage en entreprise, hein. Euh, Lors de la première rencontre que j'ai avec ces étudiants, on parle des outils qui vont être les nôtres pour pouvoir faire vivre cette relation tutorale, hein. Alors, ça, c'est pour faire le tutorat, mais il y a aussi des outils de gestion de la relation tutorale. Et là, je dois vous dire que les plateformistes, hein, les éditeurs de LMS, ne nous aident pas beaucoup. Parce qu'ils nous donnent des données quantitatives, mais c'est à peu près tout. Vous voyez, moi, je rêve encore d'avoir un LMS qui soit capable de me concaténer les messages que j'ai pu passer sur un forum, auquel a répondu tel apprenant, ou dans un script de chat, ou même lors d'une classe virtuelle, et que cet outil puisse me reconstituer l'historique des échanges que j'ai eus avec tel ou tel apprenant. Parce que là, ça va me permettre de mieux personnaliser mon accompagnement derrière. Bon, aujourd'hui, ces outils n'existent pas. L'intelligence artificielle nous promet beaucoup de choses. Les résultats sont encore que partiels. Euh, donc, on fait un peu à la mano, de manière artisanale, en utilisant des outils existants, qui soient bureautiques. On peut aussi utiliser des outils de relations clientèle, hein, qui ont des fonctionnalités assez intéressantes pour faire un suivi de relations tutorales. Mais il y a ces outils de gestion, hein, qui sont à creuser, bien évidemment, parce qu'ils sont absolument indispensables au tuteur et à son organisme pour pouvoir piloter, hein, son travail. Alors je vois, comme vous l'avez compris, hein, je suis assez bavard moi, hein, donc, mais je vais quand même, il est déjà un peu plus de 22 heures, mais je vais quand même continuer avec des questions sur le futur. En général, je n'ai pas les réponses à tout. Quel est l'avenir du rôle de tuteur? Bon, moi je pense, pendant longtemps, j'ai cru que ça allait être un métier, à part, un nouveau métier, hein. Alors oui, c'est pas totalement faux dans les organisations qui font que de la formation à distance, hein. Par exemple, au CNED, aujourd'hui, on a bien distingué les rôles de correcteur et de tuteur, hein. Avant, il y avait que des correcteurs, maintenant, il y a aussi des tuteurs. Euh, Moi, je pense que les fonctions tutorales, eh bien, tout formateur va être amené à les investir. Et donc, alors c'est bien sûr lié au développement de la formation à distance et du digital learning, mais je pense que c'est voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer aussi dans l'avenir, mais qu'on commence déjà à voir, hein. Il y a déjà un certain nombre d'expériences, voire de pratiques, hein, existantes. C'est bah, justement l'apport des outils et notamment de l'intelligence artificielle pour pouvoir aider le tuteur à être plus pertinent dans son soutien. Je vais juste prendre un exemple. Euh, Vous connaissez les chatbots, hein, qui sont ces espaces, hein, où on pose une question, puis on a un robot qui analyse ce qu'on a notre question et puis qui nous propose une réponse. Il y a des chatbots, hein, dans différents organismes de formation. Je parlais du CNED tout à l'heure. Le CNED a un chatbot qui s'appelle Jules, qui fonctionne bien pour le programme, je crois, maths et français du collège. Et donc, l'élève peut poser sa question et il n'y a que si
le, que si la réponse du chatbot n'est pas satisfaisante pour l'apprenant, à ce moment-là, il va rentrer en contact avec un tuteur humain. Hein. Je dirais que oui, l'avenir, ça va certainement être de penser cette articulation entre ce qui peut être confié à la machine et ce qui relève encore purement du tutorat humain. Je prendrai un autre exemple pour que ça soit plus parlant. C'est dans une formation, il y a souvent des échéances. Hein. Les apprenants doivent rendre un travail ou faire quelque chose avant telle date. Euh, Faire un rappel d'échéance, ça n'a aucune plus-value humaine. On peut tout d'ailleurs, dans la plupart des LMS, on peut planifier ce genre de choses. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément fait. Hein, hein. Non, non, on peut faire économiser du temps de tutorat humain en ayant un certain nombre, enfin, un recours aux outils qui peuvent assumer un certain nombre de tâches. Mais ça peut être aussi des ressources plus classiques, hein, comme une foire aux questions, des didacticiels, sur le tutorat technique, hein, les didacticiels qu'on va diffuser par avance auprès des apprenants, va soulager énormément le support technique derrière, hein, parce que bah déjà l'apprenant va pouvoir trouver des réponses par lui-même à partir des ressources qu'on lui donne. Alors j'ai eu une question sur tutorat et certification Qualiopi. Alors bon, j'ai pas l'impression que le tutorat fasse l'objet d'items dans la démarche Calliope. Euh, Moi, je dois dire que je suis assez réservé sur ces dispositifs où enfin, ça me fait penser à ce que j'ai pu vivre moi en tant que directeur de centre de formation. Alors je sais, ça remonte loin, c'est au XXe siècle, mais où je voyais des représentants des FAF, hein, c'était pas encore les OPCA, encore moins les OPCO, qui venaient me voir et qui me posaient tout un tas de questions, soi-disant pour juger de la qualité de la prestation, alors qu'en fait, c'était des gens qui ne connaissaient pas la pédagogie et qui avaient une vision bureaucratique de l'évaluation de la qualité. Euh, Moi, je trouve qu'il aurait été beaucoup plus intéressant, et ça reste valide à mon sens aujourd'hui, de demander un ticket d'entrée dans le métier de formateur. Aujourd'hui, c'est très simple de devenir formateur. Alors bien sûr, il faut quand même, pour pouvoir bosser aujourd'hui, il faut, si on veut taper les fonds mutualisés, et notamment le CPF, bien évidemment s'engager dans ces certifications. Euh, mais je trouve que si on avait, oui, un coiffeur ne peut pas s'installer s'il n'a pas un CAP de coiffeur. Aujourd'hui, on aurait très bien pu demander aux formateurs de suivre une formation à leur métier de formateur ou de la valider par les acquis de l'expérience, hein, bien évidemment. Je pense que si l'objectif était l'augmentation de la qualité de la formation, on aurait atteint cet objectif beaucoup plus rapidement à travers cela, plutôt qu'en rajoutant des couches bureaucratiques et administratives qui sont très peu supportables aujourd'hui par les formateurs indépendants. Et donc, bah, par rapport au tutorat, non, je pense pas du tout que ça fasse l'objet d'un item hein, dans la certification Qualiopi. On doit parler d'accompagnement, mais à peu près tout, quoi. Enfin, c'est avant tout, il faut cocher des cases. Donc, est-ce que le CPF est un levier pour le tutorat? Là aussi, je dirais que le tutorat à distance, en tous les cas, le développement du tutorat à distance n'est pas lié au mode de financement, mais beaucoup plus à sa prise en compte lors de la conception des formations. Donc, je ne pense pas que le CPF en tant que tel soit un levier pour le tutorat. Alors, quel diplôme, possibilité de pratiquer en freelance? Alors, aujourd'hui en France, il n'y a pas de diplôme de tuteur à distance. Vous avez des masters, des licences professionnelles,
des titres, même le titre de formateur aujourd'hui, hein, le FPA commence à intégrer un certain nombre de, comment dire, de contenus, hein, liés tout à fait et de compétences à développer qui sont liées au tutorat à distance. Euh, il existe néanmoins un diplôme francophone universitaire qui est offert par l'Université de Liège et par une bonne copine à moi qui s'appelle Brigitte Denis. Je vous mets son nom. Brigitte Denis et c'est Université de Liège. Donc pour ceux qui veulent absolument avoir un diplôme, ben voilà, il faut se diriger là. Alors, quelle évolution de la recherche sur le tutorat? Exactement, Jean-Louis. Ah ouais, c'est le CRIFA. Euh, Moi, je fais un constat, c'est que depuis 3-4 ans, il y a une très nette baisse des publications sur le tutorat à distance. Très nette. Comme si c'était quelque chose sur lequel il n'y a plus rien à dire, quoi, hein. Or, en, En 2013, nous fêtions les 10 ans de TAD. Pour fêter dignement cet anniversaire, avec quelques participants, nous avions organisé un séminaire en ligne qui s'est tenu sur 2 mois et demi et où toutes les personnes qui comptent dans le champ du tutorat à distance ont donné des conférences. Il y a en tout eu 22 conférences. Elles sont accessibles, hein, en ligne. J'en ai d'ailleurs refait la publicité il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn. Euh, et il y a eu une conférence de clôture. Et dans cette conférence de clôture, qui avait été animée par Pierre Gagné, qui maintenant est à la retraite, mais qui était un enseignant québécois, il avait posé un axe de recherche qui n'a pas été investi, malheureusement, à ce jour, qui est que on considère comme très important de fournir des rétroactions, hein, c'est-à-dire des commentaires formatifs aux productions des apprenants. Par contre, on a très très peu, donc on considère que c'est une tâche de tutorat très importante. Et mais alors qui demande beaucoup de temps, hein, donc qui est assez coûteuse en même temps. Et on n'a aucune information sur ce que font les apprenants de ces rétroactions. Est-ce que ça leur est vraiment utile ou pas? Un autre point noir, un point aveugle plus exactement, de la recherche sur le tutorat à distance, c'est la qualité. Comment mesurer la qualité du tutorat? Voilà. Alors Katia, oui, je vais essayer de retrouver ça, hein. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a vraiment aucun article qui a été paru dans la revue tutorale là, que j'anime qui traite réellement de la qualité du tutorat. J'ai pas vu d'études, alors bon, je ne vois pas tout, hein, mais voilà. Donc, les évolutions de la recherche sur le tutorat, en tous les cas, je ne sais pas si c'est des évolutions qu'on va voir, mais en tout cas, moi, mes souhaits, ça serait ces deux pistes, quoi, vous voyez, voilà. Ouais, oui, Dominique, tu as raison. Voilà. Alors, je vous rappelle que vous avez encore 10 jours pour bénéficier du prix de lancement de ce bouquin, qui est actuellement à 30 euros, qui va passer à 45. Il est cher, mais il me coûte très cher. Parce que voilà, c'est le revers, hein, de l'auto-édition, hein, c'est que ça coûte cher. Moi, à 30 euros, je rentre pas dans mes frais, hein. À 45, je vais commencer à rentrer dans mes frais. Euh, voilà.
Alors Andrea, désolé, j'aurais aimé témoigner de mon accompagnement des pratiques tutorales dans un dispositif de formation, mais je vais devoir vous laisser. Est-il possible d'envisager un atelier ultérieurement? Bah ouais, Andrea, tu me réécris, on en rediscute, il n'y a pas de souci, hein. Et puis je vais essayer de chercher la référence de Clickman. Je vous montre juste un instant. Alors, ça doit être ça. Non, c'est pas celui-là. Typologie. Non, ah, bon, je pense que j'ai trouvé, mais si j'ai pas trouvé, non, j'ai pas trouvé. Ce que je vous propose, c'est de m'écrire, la personne qui voulait avoir la référence, hein, envoyez-moi un mail, je ferai la recherche et puis je vous enverrai. Alors, euh, avant de passer à vos échanges, je voulais vous poser aussi vous faire remplir un deuxième sondage que je lance maintenant. Alors, vous et le livre, et ensuite sur la webconf. Ok, merci bien. Bon, très bien. Les deux tiers des personnes pensent le lire, c'est bien. Et puis, une grosse majorité, a priori, ça vous était utile. Ben, super. Euh, alors, bien évidemment, c'est le problème de ces webinaires où l'interaction, pardon, est moins aisée. Mais ce que je vous propose, c'est de prendre un temps. Oui, oui, le webinaire Myrto est enregistré. Oui, c'est toujours en cours d'ailleurs. Alors par contre, en ce moment, les exports, hein, parce qu'il y a beaucoup de webinaires, donc ça va demander quelques temps, hein. Je pense d'ici quelques jours, je pourrai mettre à disposition l'enregistrement, hein. Je le mettrai sur mes réseaux, hein, comme d'habitude. Je pense que je le publierai sur ma chaîne YouTube et puis qu'après j'en ferai la publicité dans les réseaux. Donc on peut tout à fait prendre un peu de temps encore, hein, pour revenir sur des remarques ou des questions. Voilà, hein, c'est comme vous le souhaitez. Mais ouais, il est déjà 22h23, donc je comprends ceux qui ont besoin de. C'est assez long comme webinaire. Oui, alors Fatia, il est en vente que sur Amazon. Alors bon, vous savez que là, Amazon avait suspendu là, son activité en France, hein, donc ça devrait reprendre en fait, hein, c'était par rapport à des questions d'hygiène, hein, ouais, par rapport à la crise du Covid. Euh, voilà. Non, non, il n'y a pas de code, hein, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix il est à 30 euros, Katia, et, euh, et au 1er mai, il va passer à 45. Voilà, c'est tout. Donc, il suffit de le commander maintenant et vous l'aurez au coût de 30, hein.
Et puis si vous récupérez la TVA, ça vous fera un peu moins mal. Voilà. Enfin, c'est minimum. Ouais, ouais, c'est très facile. Merci Elsa. Alors Marie, c'est pas vraiment qu'il n'y a pas eu de recherche sur l'impact, ça, il y en a eu. Mais c'est sur réellement l'évaluation. Tu vois, par exemple, quelle serait la grille d'évaluation d'un dispositif tutoral? Bon, bah ça, euh, moi je connais pas, enfin j'ai pas vu, hein. Alors si, j'ai vu, moi je l'ai pratiqué parce que je l'ai pratiqué à titre professionnel pour mes clients. Alors donc j'ai des choses, mais j'ai pas publié dessus. Et puis j'ai des étudiants qui font aussi des audits tutoraux, donc ils ont développé un certain nombre de choses. Mais voilà. Merci François. Alors, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? Enfin, moi je veux bien vous laisser encore quelques instants pour. Ah oui, au Bénin, c'est peut-être moins facile, je ne sais pas. Mais moi, j'ai pas la possibilité de faire d'envoi comme ça. Je suis pas équipé pour, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est sûr, Christine, hein, c'est des choses qu'on sait depuis très longtemps. Alors bon, bah non, Marie, je vais pas diffuser le bouquin au format PDF, parce qu'un format PDF, ça se diffuse facilement. Donc pour l'instant, non. À terme, je pense que d'ici quelque temps, enfin pas tout de suite, hein, mais ça pourra faire l'objet d'une ressource en ligne, mais c'est pas pour l'instant. Merci Vincent et Catherine. Ok. Et puis bah, je vous rappelle que celui-là, il est toujours en vente aussi. Alors lui, il est beaucoup moins cher. Euh, Lui, il est à 20 euros et son prix ne bougera plus, hein. Voilà. Mais si vous avez à non pas simplement intervenir comme tuteur à distance, mais avez plutôt la posture d'un concepteur de digital learning, euh, il vous sera très utile. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et puis bah, je vous souhaite une bonne continuation de confinement. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est pas encore tout à fait fini. Et puis à l'occasion sur les réseaux. Merci Valérie.